Bienvenue sur le plateau de Lundi Sport, un plateau exceptionnel puisqu'effectivement nous sommes à l'intérieur de l'Astrobal, la nouvelle salle de basket de Lasvel à l'occasion de ce Buckler Challenge. Le sommaire de ce nouveau numéro de Lundi Sport, bien sûr du basket avec le Buckler Challenge. Nous nous intéressons également à cette fameuse course Napoléon. Du water-polo, une fois n'est pas coutume, une rencontre au sommet entre Marseille et Givors. La boule, bien sûr, avec le 83e tournoi de Pentecôte. Du foot, surtout après cette superbe rencontre de mercredi soir, nous ferons un survol de cette superbe saison pour l'OL. Le tournoi de football cadet international de Chaponnet. Pour les amateurs de voile, la Coupe d'Europe de Ponant. Du tennis pour les adeptes, surtout en ce moment avec Roland Garros, la finale en ce qui concerne les joueurs du Lyonnais. Et nous terminerons avec de la joute, c'est la reprise des hostilités entre guillemets pour les jouteurs de Saint-Fond. Les invités de Lundi Sport, Marc Lefebvre, président de l'Asvel, Bernard Lacombe de l'Olympique Lyonnais et Luc Jourjon, le premier Lyonnais sur le toit du monde il y a encore quelques jours sur l'Everest. Basket tout de suite, le Buckler Challenge. Pourtant, organisateurs du prochain championnat d'Europe, les Grecs en bleu n'ont pas gagné un match dans ce Buckler Challenge où chez les Lituaniens en blanc manquait la grande star Sabonis. D'où cette troisième place obtenue grâce à une victoire 84-80 face à la sélection hellène. Chez les Français, mis à part Ostrovski, nouveau président du syndicat des joueurs et l'Auvergne blessé 2 jours auparavant, tout le monde était là, même Jim Bilbach, Jet Lyon courtise intensément. Pour cette finale du Buckler Challenge, les hommes de Michel Gomez devaient se frotter à une sélection d'universitaires américains en bleu, certes vaillants mais manquant de toute évidence du physique hors pair qu'impose leur paire de la NBA. D'où cette avance de 8 points pour la sélection tricolore à la mi-temps, aidée, il est vrai, par une excellente entente entre ces joueurs. Chaque joueur connaît les capacités de son partenaire et ses qualités de joueur, et c'est ça qui est important. Et donc je crois que plus on va aller, mieux ça va être. Néanmoins, dans cette jeune sélection française, 4 joueurs n'effectueront pas le déplacement à Athènes pour le championnat d'Europe. Il est clair qu'au vu du beau jeu délivré par l'équipe de France, le choix ne sera pas aisé. Dans le camp américain, seul Barry Brent a semblé à son avantage dans ce match tout de même remporté par les Français sur le score de 97-79. Une victoire facile, néanmoins intéressante quant à la cohésion du groupe, car pour l'adversité en Grèce, ça sera plus dur. Je pense qu'on aura des moments difficiles au championnat d'Europe, un moment ou un autre de la compétition, donc c'est là qu'on verra si vraiment le groupe est solide et si on peut espérer quelque chose par la suite. Meilleur marqueur du match, Antoine Rigaudot avec 24 points. Villeurbanne a vraiment un super complexe sportif. Je crois qu'il y aura des grands matchs encore l'année prochaine à Villeurbanne. Et puis c'est des expériences qui sont renouvelées. J'espère que Buckler continuera à faire ce style de tournoi, ce style de challenge. Parce que c'est très bien pour le basket français et nous, ça nous permet de travailler pour préparer soit le championnat d'Europe, peut-être les Jeux Olympiques si on se qualifie pour l'année prochaine. Dans l'immédiat, l'équipe de France doit déjà se satisfaire du Buckler Challenge. Le Buckler Challenge qui est arrivé à point nommé pour lancer encore plus en avant cette superbe salle, n'est-ce pas, président Marc Lefebvre? Oui, effectivement, quel beau plateau, comme premier plateau international. On a déjà un pied dans l'Europe avec des équipes comme la Grèce et la Lituanie qui peuvent revendiquer dans quelques semaines le titre de champion d'Europe, avec cette sélection US dont on a vu hier qu'elle était de grand talent, où il y aura peut-être d'ailleurs des joueurs comme on a vu Ron Curry il y a quelques années dans une équipe US au Challenge Buckler. Allez savoir, il y a peut-être dans ces joueurs de grands talents qui font le plaisir de clubs de pro français. Alors Villeurbanne, bien sûr, ville de basket, néanmoins le succès n'est pas véritablement populaire pour ce beau plateau. C'est un peu dommage peut-être, non? C'est vrai, c'est tout à fait dommage parce qu'un tel plateau méritait de faire salle comble. J'y vois principalement 2 raisons. D'abord, nous sommes le week-end de la Pentecôte et c'était effectivement une date pour laquelle nous n'avions pas le choix mais dont j'appréhendais qu'elle ne soit pas très favorable. Deuxièmement, en ce qui concerne le public, il est certain que quand il n'y a pas d'enjeu réel, la motivation est peut-être moindre, peut-être la communication a-t-elle été insuffisante. Il n'empêche que les absents ont tort. Vous avez parlé de Ron Curry, on en parle à Cholet? C'est vrai, eh bien, le problème de Ron Curry est qu'il tient absolument à faire les quantités pour éventuellement être sélectionné dans une équipe NBA, ce qui est son rêve, qui semble pour beaucoup de sachants tout à fait accessible, surtout dans le contexte où il y a 2 franchises nouvelles qui sont en train de se créer aux US. Ceci dit, Ron assure certainement ses arrières et
s'il n'est pas pris en NBA. Son expérience villeurbannaise a été pour lui très intéressante. Il s'est beaucoup plu en France. Et donc, pourquoi pas Cholet. Vous avez repris l'Asvel dans une période qui n'était pas franchement très intéressante, c'était très difficile. L'Asvel est qualifié pour la saison prochaine pour une Coupe d'Europe. J'imagine que vous en éprouvez une énorme satisfaction. Oui, c'est une grande satisfaction, surtout dans le contexte où ça tombe avec l'obtention pour nous de ce magnifique outil de travail qu'est l'Astrobal. Et je pense qu'on ne pouvait pas avoir de plus belle satisfaction que de disposer de cet outil avec un objet, c'est-à-dire la Coupe d'Europe. Reste maintenant à ne pas faire de bêtises et à ne pas sauter dès le premier tour. Tout dépendra bien évidemment du tirage au sort qui nous sera réservé. Autre grande satisfaction, celle conquise par ceux qui réussissent à terminer la fameuse course au Napoléon. La course Napoléon est la grande classique de course à pied en relais par équipe. Depuis l'année dernière, elle a le label international attribué par la fédération à seulement 12 épreuves prestigieuses. Les 14 équipes de 7 coureurs sont parties de Golfe-Juan le 29 mai pour arriver à Paris samedi après-midi. Ils se sont relayés toutes les heures dans des étapes de jour comme de nuit, passant des cols enneigés à plus de 1000 mètres d'altitude, grimpant des côtes de 16% sur des routes parfois très cabossées. Dans de telles circonstances, l'esprit d'équipe est fondamental. On essaie de partir avec des gens qu'on connaît, il y a une ambiance super dans l'équipe et vis-à-vis des autres équipes également. Très très important, surtout quand on reste pendant une semaine enfermé, 7 personnes, il faut que l'équipe soit costaud moralement et surtout il faut avoir une très très bonne ambiance. Une réussite dans ce genre d'effort, il faut vraiment une bonne entente dans l'équipe parce que sinon je pense qu'il n'y aura pas de résultat au bout. Un bon esprit qui ne peut que réjouir l'organisateur d'une course peu commune. L'originalité de la course, c'est déjà de faire courir en équipe des garçons et des filles qui ont l'habitude de courir tout seul. Un marathonien, par principe, c'est assez égoïste, hein. Là, il court par équipe, il court pour eux, pour l'équipe, et il se défonce du premier au dernier jour. Et ce dernier jour révèle le nom de la meilleure équipe, à savoir Fison Instruments de Seine-et-Marne, avec une moyenne de 17,2 km/h, suivi des Moulins de Paris et de l'équipe de Villeurbanne. La course au Napoléon, une épreuve chère aux Villeurbanais, bien sûr très fiers de leur équipe de basket qui sera a priori condamnée à la réussite avec un tel outil, Président. Et effectivement, à ce titre, on est en train, vous le savez, comme tous nos confrères, de peaufiner l'équipe de l'année prochaine. C'est en bonne voie et on a une équipe qui, à mon sens, sera solide et aura de bonnes chances de bien tenir sa place dans le championnat prochain. Est-ce que vous allez profiter de la présence d'une équipe américaine, ici même à l'Astrobal, pour peaufiner justement ce recrutement ? Bien effectivement, le pion principal qui nous manque est le remplaçant de Ron Curry, remplaçant en tant que joueur étranger, mais pas nécessairement au poste de Ron, puisque le recrutement que nous avons constitué fait qu'on est plutôt à la recherche d'un ailier fort. Allez savoir, peut-être que ce joueur est en train de jouer, oui. Dans les années à venir, à quoi faut-il s'attendre avec l'Asvel, franchement ? Vous savez, quand il y a 3 ans, nous avons récupéré le club dans l'état où il était, notre ambition était clairement affichée, c'est-à-dire remonter le club au plus haut niveau national, place qui, à mon sens, aurait dû toujours être la sienne. Il est bien évident que ça ne se fait que dans le respect de l'équilibre du budget. Depuis 3 ans, c'est ce que nous nous efforçons et ce que nous réussissons. Donc nous ne ferons pas de bêtises en recrutant n'importe qui à n'importe quel prix sans savoir comment on le financera. Mais dans ce plan structuré, logique, pour l'instant nous avons, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, 1 an d'avance puisque notre ambition était d'être européen sur l'exercice prochain. Notre ambition maintenant sera de rester européen. Président, vous êtes européen, les sauveteurs de Givors sont également européens. Déjà malheureux par 4 fois depuis le début de saison face au Cercle Nautique de Marseille, les sauveteurs de Givors bonnet blanc n'avaient que bien peu de chances d'arriver à maîtriser l'équipe des Bouches-du-Rhône. Pourtant, cette dernière a dû mettre les bouchées doubles en fin de rencontre, car au bout des 2 fois 9 minutes, le score de 3-2 en faveur des Méditerranéens n'avait rien de révélateur quant à l'issue finale de la rencontre.
Mais dans les buts givordins, le jeune Raphaël Brun a bien veillé au grain. En l'absence de Poussanskov, il fallait au moins ça. En deuxième période, son compatriote du camp adverse, Belo Fastov, l'un des tout meilleurs joueurs mondiaux, va jouer de son expérience pour creuser l'écart et permettre aux Marseillais de remporter ce match sur le score de 14-8, malgré une fois encore l'excellente partie fournie par Slim Bendoram qui, tout comme le géant russe, inscrira 3 buts. Dans cette défaite, les Givordins ont tout de même affiché toute leur combativité dont ils devront user la saison prochaine en Coupe d'Europe. On a été un petit peu accroché par des Givordins qui étaient très volontaires aujourd'hui. On s'est rendu compte que sur quelques décisions d'arbitrage qui étaient un petit peu en notre défaveur, mais ça arrive à tous les matchs, il ne faut pas s'en inquiéter. On a un petit peu lâché prise, on a permis aux Givordins de nous tenir au score. On a très mal débuté, les Givordins dans leur petit bassin nous posent toujours des problèmes. N'ayant pas Poussankov dans la cage, ils ont appliqué un pressing très strict, ce qui nous a beaucoup gêné. Et on s'est détaché que sur la fin grâce au physique, parce que c'est le physique qui a primé ce soir. On a eu un début de match et un milieu de match très très difficile. Ces Marseillais sont vraiment très durs à battre. Il ne manque pas de source de satisfaction. C'est une excellente saison. Quand je pense que sur l'ensemble du club, les cadets sont champions de France en début d'année, l'équipe Fagnon est européenne, et puis l'équipe junior vient d'être sacrée deuxième en championnat de France junior. Je pense que c'est une excellente saison pour le Givordin. Rien à dire, effectivement, ces Marseillais étaient beaucoup trop forts. Maintenant, nous allons essayer de savoir qui a réussi à être le plus fort à l'occasion de ce 83e tournoi de la Pentecôte. Direction le Boulodrome Édouard Herriot. Sur Rennes, face à l'Italie, c'est l'affiche de la finale en cours. Les boulistes de la région parisienne, détenteurs du titre, vont peut-être s'adjuger l'édition 95. Mais ce week-end, les centaines de boulistes réunis au confluent du Rhône et de la Saône ont joué les champions, quel que soit leur niveau, de la première à la 4e division. La boule lyonnaise se joue par équipe de 4, 2 pointeurs, 2 tireurs. Celui qui offre le plus de spectacles, c'est bien sûr le tireur. Et là, chacun sa méthode. Il y a déjà une course d'élan. Il faut synchroniser les pas avec le bras. Chacun a son style, quoi. Même la façon de jeter la boule. Moi, je fais 6 pas et je la jette en sous-main. On n'y pense même pas. Hein. On voit que l'objet, c'est naturel hein, comme geste. Hein. Quand on tire, on ne s'occupe plus rien, on ne voit personne disant moi je suis comme ça, mais il y en a d'autres, il ne faut pas que ça bouge, moi ça ne me gêne pas. Bon, ben, ça c'est le style du tireur, il y en a d'autres, ça gêne beaucoup. Moi, lorsque je remonte pour aller jouer, je m'insulte tout le long en me disant que si je la manque, je serais n'importe quoi, je ne sais rien du tout. Et quand j'arrive au fond, je suis gonflé à bloc et puis j'essaye de prouver que je n'étais pas n'importe quoi. Voilà. On a un stade de concentration, il y en a qui le préparent en montant chercher leur boule, puis il y en a d'autres dans la course. Disons que moi je le prépare en montant, chercher ma boule, puis une fois que je tire, je pense à rien, j'essaye de penser à rien qu'à l'objet que je tire. Et après avoir tiré, certains accompagnent la boule, d'autres la suivent seulement du regard. Après, c'est l'heure du verdict. Souvent, un simple coup d'œil suffit. Parfois, il faut mesurer pour savoir qui tient. Mais bouler n'est pas joué et la partie n'est acquise qu'en 11 points gagnants. On abandonne le Boulodrome Édouard Herriot pour revenir à l'Astrobal avec Bernard Lacombe de l'Olympique Lyonnais. Bernard Lacombe qui s'intéresse également de très près à la boule. Oui, tout à fait, parce que depuis de nombreuses années, je participe au gentleman bouliste. C'est un sport lyonnais et j'en ai pratiqué dans ma jeunesse avec mon père qui était un bon bouliste. Alors bon, on revient bien sûr au football. J'imagine que mercredi soir, vous aussi, vous avez ressenti d'énormes sensations après ce superbe match nul à la dernière minute du temps de jeu. Oui, je crois que ça a été un petit peu à l'image de la saison, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de chance, mais si on est devant, c'est qu'il y a une bonne équipe et on a une partie de chance. Et puis on ne pouvait pas mieux finir en marquant un but à la dernière minute dans un stade qui était presque plein malgré un temps assez difficile. Bon, c'est une saison dont on se souviendra pendant de longues années parce qu'on a vécu des grands moments. Vous connaissez l'OL depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années justement à l'OL? Quelle a été la transformation? La transformation, c'est qu'il y a des joueurs qui ont débuté il y a 2 ou 3 ans en première division comme Deplace, Rivenet, Maurice, Flachez, Laville, bien sûr Bruno Ngotti, qui ont été encadrés par de très très bons anciens, Sassus, Roy, Amoro, Solmeta, qui ont su amener toute leur expérience et leur professionnalisme. Et comme nos garçons à nous ont passé des paliers depuis 2-3 saisons,
cette année et ils ont confirmé toutes les qualités qui étaient les leurs. Alors on parle un peu des transferts, c'est également votre domaine de prédilection. De Guerville qui vient de Saint-Etienne, Bilong qui va à Saint-Etienne. Votre regard sur ce chassé-croisé? Il est évident que oui, nous recherchions un latéral pour remplacer le départ de Manuel Amoros qui est prévu depuis pas mal de temps pour partir au Japon. Il est évident que Christophe de Guerville est un bon latéral, c'est-à-dire que Guy Stéphane était un joueur de couloir. Nous l'avons pris à Saint-Etienne par l'intermédiaire de Christophe de Guerville, qui peut jouer aussi bien sur le flanc droit que sur le flanc gauche. Maintenant, nous avons déjà le meilleur des recrutements, c'est de garder déjà tous nos bons joueurs, c'est-à-dire Rouen, Roche. Là, nous avons Casanova et si on avait la possibilité de garder Bruno Ngotti, bien, ça serait vraiment le meilleur des recrutements. Récemment, vous êtes allé faire un peu de tourisme en Pologne. Vous avez fait quelques touches? C'est-à-dire que je suis allé voir des matchs parce que c'est toujours bien de voir des matchs au niveau européen. C'était des équipes qui vont participer à la Coupe de l'UEFA la saison prochaine. Alors c'est toujours intéressant de découvrir de nouveaux joueurs. Avant de parler de la saison prochaine, Bernard, on va maintenant s'intéresser à celle-ci, cette superbe saison 94-95, un condensé, un best-of signé Sébastien Audion. La saison 93-94 pour l'Olympique lyonnais, c'est 61 cartons jaunes, 2 cartons rouges et une 3e place au classement des meilleurs buteurs avec Florian Maurice, 15 buts. Les Lyonnais ont loupé le coche en Coupe de France mais ont terminé 2e au championnat sans jamais perdre au stade de Gerland et devançant ainsi les Parisiens. La saison va bientôt reprendre, il va falloir s'attaquer à l'Europe, mais sans Jean Tigana qui a décidé de raccrocher. C'est vrai que cette saison, on a pris beaucoup de plaisir à Gerland. Seul point noir, peut-être l'élimination en Coupe de France et le départ un peu surprenant de Jean Tigana en fin de saison. Alors, bien évidemment, votre commentaire sur cette affaire, cette micro-affaire, Bernard Lacombe? Le problème déjà, je peux parler d'élimination en Coupe de France, c'est toujours regrettable, surtout à domicile contre une équipe d'Angers qui était en grosse difficulté dans cette période-là. Pour ce qui est du départ de Jean Tigana, alors moi je suis bien placé pour en parler puisqu'on me l'a reproché plus ou moins. S'il y a un garçon qui a permis de venir à Lyon à Jean Tigana, c'est Bernard Lacombe qui en a parlé le premier à Jean-Michel Aulas. Alors je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on viendrait me reprocher son départ et que ce serait moi qui serais le principal acteur de son départ. Je pense que Jean a pris une décision, il a mûrement réfléchi, il a souhaité changer d'air. Eh bien j'espère qu'il réussira ailleurs comme il a réussi à l'Olympique lyonnais. Mais s'il y a une personne qui n'est pas concernée par le départ de Tigana, c'est bien Bernard Lacombe. Que les choses soient bien claires. Les choses sont claires, Bernard. Parlons maintenant de l'avenir. Donc la saison prochaine, c'est une Coupe d'Europe avec des objectifs affichés, un quart de finale. Ça veut dire de gros renforts, d'autres pistes au niveau du recrutement peut-être? Bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on avait la chance de pouvoir garder tous nos joueurs comme le président a décidé de le faire jusqu'à présent, c'est une très très bonne chose parce que, bon, à part la situation de Bruno Ngotti, tous les autres joueurs que le staff technique souhaitait garder sont chez nous. Les joueurs de l'extérieur que nous souhaitons voir arriver, pour l'instant, ils sont chez nous. Alors nous sommes tous très satisfaits. Maintenant, vous savez, le football, avec la saison que nous venons de faire, ce sera difficile de faire aussi bien. Mais on est ambitieux, on espère que les garçons sont aussi motivés et auront autant d'ambition qu'ils en ont eu l'année dernière. Une ambition qui va peut-être pousser l'OL à être champion de France la saison prochaine? Vous savez, comme je le disais au président, si nous avions la chance d'être européens pratiquement toutes les années, comme ça s'est passé dans d'autres clubs, par exemple comme Auxerre, ça serait un truc fabuleux pour l'Olympique lyonnais parce que, bon, d'abord, ça donne une manne financière importante, la Coupe d'Europe. Et à ce moment-là, on pourrait garder et peut-être voir arriver d'autres grands joueurs à l'Olympique lyonnais. Nous, le président a décidé d'avoir une politique un petit peu différente de certains clubs comme Bordeaux et Marseille. Il essaye de partir sur des bases beaucoup plus solides. Et maintenant, chaque année, on essaye de franchir des échelons. Et je pense que depuis le retour de Bernard Lacombe avec Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique lyonnais, nous sommes remontés en D1.
Nous avons été européens 2 années de suite et nous sommes toujours en D1 avec une grande satisfaction, c'est la formation avec des résultats plus que satisfaisants au niveau des jeunes. Des jeunes que nous avons également suivis à l'occasion d'un tournoi international cadet, en l'occurrence celui de Chaponnet. Merci Bernard. Ce 10e tournoi international Pierre Espagnet accueillait à Chaponnet des Marseillais, des Stéphanois, des Parisiens, mais également des Allemands, des Espagnols et même des Ukrainiens. Très difficile à faire venir. Ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, avec des visites à l'ambassade, ex-ambassade d'Union soviétique, avec des rencontres. Ça a été très très long, très difficile. Et jusqu'à mercredi soir, je peux vous dire qu'on savait encore pas, on n'était pas sûr que cette équipe pourrait être là aujourd'hui. Malheureusement pour eux, ces jeunes Ukrainiens en vert se retrouvent 5e. Ils se sont heurtés à un mur de petits Suisses qui les ont battus 4-0. Mais l'important, c'est de participer. Bon, il a énormément apprécié le fait d'être ici à Chaponnet. Les équipes qu'il a rencontrées, en particulier l'équipe de Chaponnet, et donc il a apprécié énormément cet accueil et espère revenir l'année prochaine. Ça vraiment intéressant parce qu'on voit d'autres footballs comme les Ukrainiens, ils nous ont montré un football vraiment très très joli. C'est dommage, ils jouent la 5e et 6e place alors qu'ils méritaient franchement de jouer la 1re et 2e place. Il trouve que le tournoi c'est très bon, mais les référés sont pour les Français. Dass es keine Verletzte gibt. Ces jeunes Allemands se sont justement retrouvés en finale face à des Marseillais et ils ont perdu 2-0. La 3e place revient à Paris FC devant Saint-Étienne. Ambiance et beau football à l'occasion de ce tournoi de Chaponnet, idéal pour illustrer les nombreux tournois qui sont organisés à l'occasion de ce long week-end de la Pentecôte. Embarquement immédiat maintenant pour le Grand Large à l'occasion de cette Coupe d'Europe de Bonan. Le Ponant, c'est un dériveur double, qui a la longueur 5,25 m, qui a 18 mètres carrés de voile dessus. C'est un très bon dériveur pour aussi bien, disons, sur le plan intérieur qu'en mer. Et pour ce long week-end de Pentecôte, 47 équipages s'étaient donné rendez-vous sur le plan d'eau du Grand Large pour participer à la Coupe d'Europe des Ponants, organisée à Lyon pour la 3e fois en 26 ans. On espère qu'il y aura un peu de vent. On espère, s'il n'y a pas trop de vent, gagner quelques places encore. C'est une belle manifestation, les bateaux sont assez nombreux. Je pense que tout se passera bien. C'est plus l'enthousiasme de 20 ans. Mais enfin, puis il y a l'ambiance quand même, il y a les copains, on retrouve des copains comme Perrin-Turenne, Saint-Léger, et puis il y a la compétition, mais il y a aussi l'environnement. L'épreuve comporte 6 manches au maximum sur un parcours triangulaire et le classement est établi sur le nombre de manches validées à l'exclusion de la moins favorable. Sachant que pour valider une telle épreuve, 3 manches doivent avoir été valablement courues. Retour à l'Astrobal, non pas avec un capornier, néanmoins avec un adepte de l'extrême, Luc Jourjon. Il s'agit du premier lyonnais sur le toit du monde, 8846 mètres, c'est ça Luc? C'est bien ça, oui. Pour la première tentative? Oui, c'est la première fois que j'allais sur l'Everest, c'était la 2e fois que j'allais en Himalaya, mais ma première tentative sur l'Everest aura été la bonne. J'ai eu beaucoup de chance avec le temps, et voilà. On est là-haut, tout là-haut. La première pensée, la première réflexion? La première réflexion, c'est que c'est inouï, on ne comprend pas tout, on n'arrive pas à analyser. Et bon, c'est une joie énorme, mais il faut rester très concentré parce que la descente reste très dangereuse, donc on garde un peu les émotions pour la suite. Et c'est vrai qu'on reste très concentré au sommet quand même. Qu'est-ce qui vous a incité à faire la référence, entre guillemets? C'est un certain nombre de choses, un certain nombre de hasards qui ont fait que j'ai pu avoir aussi des soutiens parce que bien sûr on en rêve depuis qu'on est adolescent quand on est un alpiniste et donc c'est pas d'aujourd'hui que j'avais envie de faire l'Everest, mais il se trouve qu'il y a eu une conjonction de choses qui m'ont permis de mettre en place. S'il fallait résumer cette expérience en un mot, quel serait-il? C'est
En un mot, c'est un rêve réalisé, un rêve d'enfant réalisé, c'est surtout ça. Luc, on a été très content de faire votre connaissance. On se dirige maintenant vers les cours du FCL à l'occasion du championnat du Lyonnais. Alors que les stars de l'ATP s'en donnent à cœur joie à Paris, les meilleurs tennismen de la Ligue du Lyonnais en profitent pour disputer leur championnat, sauf Julien Cuaz et Kindil Chevalier, espoirs nationaux, quant à eux aussi en train d'en découdre à Roland-Garros. Mais revenons à Caluire pour ce championnat du Lyonnais, un des grands moments de la saison tennistique. C'est un point d'orgue de la saison chaque année, puisque nous essayons dans un grand club de la Ligue de réunir l'ensemble des finalistes ou demi-finalistes dans certaines catégories, jeunes, adultes et vétérans. C'est un peu la fête du tennis lyonnais. Une fête que le FCL avait à charge d'organiser. Un honneur pour le club centenaire bénéficiaire d'une nouvelle jeunesse. Nous avons investi près de 2 millions de francs cette année dans la rénovation de nos installations et c'est sur des installations toutes neuves, des cours en terre battue entièrement refaits, des cours couverts que heureusement on n'a pas l'occasion d'utiliser aujourd'hui, qu'on peut accueillir les meilleurs joueurs régionaux, aussi bien chez les adultes que chez les jeunes. Certaines rencontres ont même profité d'un public de très grands connaisseurs. C'est sympa de venir, de retrouver tous ses copains, copines et d'être là un petit peu sur la région lyonnaise, ça fait toujours plaisir, c'est bien. Le plaisir de la victoire, tous ne l'ont pas partagé. J'ai gagné le premier set au tie-break et puis après j'ai perdu 6-0, 6-0. Passé à côté du match, tout simplement. Puis il a bien joué. Il a joué comme il fallait et moi je suis passé complètement à travers le match. J'ai gagné 6-4, elle jouait pas très bien non plus et moi j'ai mieux joué et après j'ai gagné 6-0 et elle a voulu un peu tout frapper et c'est sorti. J'aime pas la défense quoi, j'aime mieux attaquer. Chacun son truc, le principal c'est de gagner. De très belles joutes tennistiques. Et bien maintenant nous allons aller à la rencontre des jouteurs, les vrais entre guillemets, très excités ce week-end puisqu'effectivement pour eux c'était le retour aux hostilités à l'occasion de ce fameux challenge Nicolin. Tous les ans, le challenge Nicolin est remis en jeu et les meilleurs jouteurs lyonnais s'affrontent avec également ceux de la Drôme et de l'Ardèche. En joute, l'entraînement est important, il est axé sur la musculation et la souplesse et bien sûr comme dans tous les sports, il faut respecter les règles. La règle de la joute, c'est de mettre le gars à l'eau et sans faire de faute, c'est-à-dire d'avoir que 2 points d'appui, c'est-à-dire le pied de devant, le pied de derrière, de ne pas rater ce qu'on appelle le neuf, le petit carré, et puis de ne pas lâcher la main de devant. Il s'agissait de joute lyonnaise où l'on croise à droite, contrairement à la joute givordine où l'on croise à gauche. 10 clubs étaient présents, ils réunissaient 100 jouteurs, des poids légers aux poids lourds, ces derniers faisant plus de 86 kilos. Plus le centre de gravité est bas et plus on a les chances de tenir sur le bateau. Le premier challenge, c'est la reprise, la rencontre avec les autres collègues des autres clubs. L'eau a l'air d'être froide alors je crois bien qu'on va s'accrocher les pieds pour pas tomber dans l'eau parce que l'eau est fraîche. Le sport nautique, on est l'ambiance sympa, il y a l'eau, puis c'est un vieux sport, c'est quelque chose de régional en plus, c'est sympa. En finale par équipe, c'est le club ardéchois de Ferrières qui remporte ce challenge Nicolin. Roanne, qui en était le détenteur, devra se contenter de la 3e place et les jouteurs de Saint-Fond prennent la 2e. En individuel, Yves Maurras l'emporte devant Pascal Gabriel. À noter la 2e place chez les mi-lourds de Jacques Vanel de Saint-Fond. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Lundi Sport. Je vais maintenant vous souhaiter de passer une très bonne semaine. Vous donner rendez-vous à lundi. Nous serons cette fois à quelques jours d'un événement exceptionnel, le championnat du monde entre Thiozo et McCallum. Bonne semaine, rendez-vous à lundi. Au revoir.